Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler des fameux prestataires de services. Vous savez, sur les réseaux sociaux, on parle régulièrement de prestataires de services dans le cadre de l'obtention d'un visa ou éventuellement du renouvellement d'un visa. Alors qu'est-ce que ça signifie prestataire de services? Parce que effectivement, ce sont des services qu'on ne trouve pas spécialement, enfin un mode de fonctionnement qu'on ne trouve pas spécialement en Europe, mais qu'on trouve ici, entre autres, en Thaïlande. Alors le prestataire de service, en quelque sorte, c'est la personne qui va vous servir d'intermédiaire entre vous et les services de l'immigration. Donc il y a certaines personnes qui utilisent des prestataires de services parce que ce sont des anxieux de naissance et ils ont besoin d'être accompagnés, pris par la main pour aller voir les officiels, ça les rassure et ça le permet, bon, ils les accompagnent juste pour faire les démarches tout à fait normalement. Mais la plupart du temps, les gens qui passent par les prestataires de services, c'est parce qu'ils ont un petit problème. Vous savez qu'il y a des règles à respecter, soit pour obtenir un visa ou pour le renouveler, et si vous n'avez pas tous les documents nécessaires ou les fonds nécessaires, parce que c'est souvent lié à un problème financier, à ce moment-là, logiquement, l'immigration ne renouvellera pas ou ne vous donnera pas votre visa. Donc voilà, il y a plusieurs astuces pour éviter ce genre de problème, et une de ces astuces, c'est de passer par un prestataire de service. Alors, c'est un peu le branle-bas de combat pour l'instant au niveau des expatriés suite à l'arrestation d'un prestataire. Alors pourquoi il y a eu cette arrestation? Est-ce que c'est dangereux finalement de passer par un prestataire ou est-ce que c'est recommandé dans certains cas? Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est à proscrire? On va voir ça en détail juste après le top générique. Dans l'affaire, on ne sait pas très bien pourquoi il y a eu une descente au niveau du prestataire. Le prestataire, c'est une personne thaïlandaise qui avait ouvert une société il y a quelques années. La société existe toujours. On ne sait pas très bien si le prestataire travaille toujours pour cette société. Là, c'est un peu brumeux pour l'instant par rapport aux informations qui sont données. Toujours est-il que la descente s'est faite non pas au sein de la société qui fait des publicités très régulièrement sur Internet, mais directement au domicile de ce prestataire, de cette personne thaïlandaise qui est mariée avec un Américain. Alors certaines personnes disent, c'est sans doute une plainte qui a été déposée. Moi je dois avouer que je ne crois pas trop à cette histoire de plainte. J'ai une petite théorie et je dois dire que cette théorie va en même temps permettre de vous expliquer un peu le fonctionnement des prestataires de services. Alors plutôt que de faire une longue théorie, je vais carrément prendre un exemple. Vous savez bien, j'aime bien travailler avec des exemples, c'est plus simple de compréhension. Alors on va prendre comme exemple un visa retraité. Alors vous savez que pour l'obtention d'un visa retraité ou pour le renouvellement du visa retraité, un des critères, c'est les revenus financiers. Soit vous avez des revenus mensuels de 40 000 bahts, équivalent à 40 000 bahts minimum qui tombent tous les mois. Et si vous n'avez pas ces revenus mensuels, l'autre option, c'est d'avoir 400 000 bahts sur un compte en banque. Ces 400 000 bahts doivent être déposés 2 mois avant la demande de renouvellement. Donc on va prendre l'exemple d'une personne qui n'a pas de revenus et qui devrait normalement déposer 400 000 bahts sur son compte en banque thaïlandais 2 mois avant sa demande de renouvellement. Donc, cette personne n'a pas les 400 000 bahts, donc qu'est-ce qu'elle va faire? Logiquement, elle va se tourner vers un prestataire de service, surtout si le délai des 2 mois est déjà dépassé. Donc le prestataire de service, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui déposer les 400 000 bahts sur le compte thaïlandais. Pas très longtemps, juste le temps nécessaire pour que le banquier fasse un document spécifiant que les 400 000 bahts sont bien sur le compte en banque. Une fois qu'il a le document du banquier, il récupère les 400 000 bahts, il va dans la foulée auprès de l'immigration déposer auprès d'un officier de l'immigration le document en question, et puis bon là effectivement l'officier ne regardera pas trop précisément si l'argent est déposé depuis 2 mois ou a été déposé assez récemment. Donc une fois que ces écueils sont passés, vous avez le renouvellement de votre visa. Alors comment ça se passe? On va prendre toujours le même exemple. Vous avez payé par exemple 3 000 bahts pour votre prestataire. 3 000 bahts, je sais, ceux qui connaissent savent que c'est tout à fait fictif. Les sommes à verser sont largement supérieures aux 3 000 bahts, c'est juste pour vous donner l'exemple. Donc vous avez versé 3 000 bahts. Comment sont répartis les 3 000 bahts? Un tiers va aller au prestataire pour ses prestations justement. Un tiers va être donné au banquier qui a permis soit de vous ouvrir un compte en banque si vous n'en aviez pas, mais du moins de faire les papiers en express
et voilà, d'arranger, de faire rentrer et sortir l'argent. Et puis l'autre tiers va à la personne que vous imaginez. Donc voilà comment sont versés les trois tiers, comment est distribué l'argent que vous versez aux prestataires. Attention néanmoins, ça dépend des immigrations. Je connais des cas, parce que des gens vont me dire c'est faux, et je sais, j'ai déjà eu des exemples comme ça, des gens qui me disent moi j'ai complètement zappé l'histoire de mon renouvellement, 2 jours avant j'ai été voir l'immigration, ils m'ont dit dépose vite les 400 000 qu'on voit avec ton livret de banque que tu as bien 400 000, ils se sont pas du tout occupés du délai des 2 mois, le gars a présenté ses 400 000, le livret de banque, donc il a bien déposé 400 000, et on lui a fait son renouvellement, mais vraiment en express, alors que son visa était quasiment fini. Donc il y a vraiment des immigrations qui sont relativement cool, les agents sont pas regardants, ils viennent pas vous enquiquiner. Par contre, il y a d'autres services d'immigration où croyez-moi que les gars, à 1 heure près, il va dire non, désolé, vous deviez déposer l'argent avant minuit, là il était minuit 1, donc il n'y a pas totalement 2 mois, et ils vont vous bloquer votre dossier. Donc ça dépend des immigrations, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'uniformité. Les gens me disent, ouais, c'est telle loi qui passe comme ça, parce que j'ai été à tel endroit et ça s'est passé de cette manière. Oui, mais chaque bureau d'immigration a sa façon de travailler. Donc quand les gens me posent des questions, vous croyez que ceci est possible ou pas possible, moi je leur dis contactez directement votre bureau d'immigration parce que le processus peut varier légèrement d'un bureau d'immigration à un autre. Il y a des endroits où il y a moyen de s'arranger, d'autres endroits où il n'y a absolument pas moyen de s'arranger. Et à ce moment-là, s'il n'y a pas moyen de s'arranger, une des solutions, c'est de passer par le fameux prestataire de service. Alors j'en reviens à ma théorie sur l'arrestation de cette personne. Vous savez, vous avez bien compris qu'à partir du moment où on passe par un prestataire d'un service, l'argent encaissé auprès du client est redistribué à plusieurs personnes. Alors imaginez une société qui fait énormément de publicité sur les réseaux sociaux en disant voilà, la priorité de leur publicité, c'est de dire si vous avez des problèmes de visa, sous-entendu pas tous les documents, pas tout l'argent, pas de problème, on a une solution pour vous. Et les gens qui travaillent dans différentes administrations reçoivent régulièrement ces prestataires et se rendent compte que finalement, voilà, tous les papiers sont en ordre. Voilà, les personnes ont par exemple bien 400 000 ou 800 000 bahts selon le visa sur leur compte en banque, qui ont été déposés 2 mois ou 3 mois avant la demande. Ils disent c'est quand même bizarre. C'est une société qui est spécialisée pour résoudre les problèmes, or ils viennent systématiquement avec des papiers qui sont toujours en ordre et qui sont toujours dans les délais. Donc il y a peut-être de quoi se poser des questions, ce qui expliquerait pourquoi il y a eu une descente. Et là, lors de la descente, qu'est-ce qu'ils constatent? Ils ont chopé 52 tampons, des copies de tampons, de cachets d'administration. Donc voilà, c'est pas difficile à faire. Vous scannez le cachet et ensuite avec une imprimante laser ou un truc comme ça, enfin un graveur, je pense que vous pouvez reproduire les tampons de l'administration et faire des faux documents. Le concept est simple. Plutôt que d'aller dans une banque et demander que le gars il vous fasse un papier, vous faites le papier par vous-même. En plus, vous mettez ça dans les délais légaux. Ça vous évite de payer une commission au banquier. Et ensuite, comme vous êtes dans les délais légaux, vous pouvez aller dans n'importe quelle administration et obtenir le visa ou l'obtention, le renouvellement du visa sans devoir donner un petit supplément acquis de droit. Alors jackpot en plus pour les policiers qui ont fait la descente, non seulement ils ont chopé les 52 cachets, les copies, les faux, vraiment c'est de l'usage de faux, usage de faux, mais en plus à l'étage il y avait 60 plants de cannabis. Là c'est jackpot, bon le gars il dit que c'est pour sa consommation personnelle, ça doit être un très gros fumeur, surtout qu'il y avait une balance, il y avait un système de sachets avec des mises sous vide, bon, je pense pas qu'on passe son temps à à peser sa consommation quotidienne et à faire des petits paquets, surtout qu'on ait besoin de 60 plants. Donc, je pense qu'il va y avoir un peu difficile à plaider sa cause. Je pense même qu'il risque de payer beaucoup plus cher à la rigueur, quoique ça dépend des cachets. Il faut voir aussi quel genre de faux ils ont fait, si ce sont des faux sont liés à l'immigration, enfin des administrations gouvernementales, ça risque de coûter très très cher. Alors l'inquiétude par rapport aux gens qui effectivement sont passés par ces prestataires, c'est de dire oui, attention là, oui, ce sont des faux visas. Non, ce ne sont pas des faux visas. Apparemment, pour l'instant, ils ont fait des faux documents pour obtenir des vrais visas.
Donc les gens ont logiquement des vrais visas. Le problème qui se pose, c'est lorsqu'il y a des centres de police, à mon avis, ils ont dû choper les ordinateurs, les livrets de banque, donc ils vont peut-être étudier tout ça, ils vont tomber sur des emails, c'est une grosse clientèle anglophone, ça je sais bien, donc ils vont tomber sur des emails où les gens expliquent un peu leur situation. Voilà, je suis marié, je suis bientôt en dépassement de visa, j'ai pas l'argent nécessaire, ou j'ai besoin de ceci ou de cela. Enfin voilà, les gens ont peut-être étalé par email un peu leurs problèmes, donc pour les gens de l'immigration, ça risque d'être du pain béni par rapport à des gens qui ont abusé du système. Si on voit que c'est des gens qui font ça régulièrement, ça risque de sentir mauvais pour eux. En tout cas, moi je conseillerais aux anciens clients de se mettre en ordre convenablement et d'être irréprochables pour leur prochain renouvellement de visa. Alors faut-il fuir systématiquement les prestataires de services? Non, non, il y a des gens qui travaillent de manière très correcte. Comme je dis, de temps en temps, il peut y avoir un impair dans la vie, un problème. Voilà, et je connais des gens qui ont pris, qui avaient les 800 000 bahts qui étaient sur leur compte en banque et qui ont pris une partie de cet argent pour payer des frais hospitaliers à leur belle-mère ou à un membre de la famille, et puis ils n'ont pas eu le temps de renflouer tout à fait le compte. Donc voilà, c'est vrai que les prestataires de services, ça peut dépanner dans pas mal de situation. Il y a eu aussi le problème de l'euro qui a chuté, donc ça veut dire que les gens qui étaient avec 65 000 bahts, l'équivalent de 65 000 bahts de retraite par mois, étaient dans les clous, mais avec la chute de l'euro, ils se retrouvaient plus qu'avec 60 000 bahts de revenus par mois, donc voilà, ils n'étaient plus dans les normes. À ce moment-là, c'était aussi une solution de passer par les prestataires, quoique la plupart ont opté plutôt pour le visa mariage, puisque le visa mariage, c'est uniquement 40 000 approuvés tous les mois. Certains sont passés par un visa étudiant, sachant que ce visa étudiant est aussi une solution de dépannage, mais c'est momentané, c'est plus comme avant où on pouvait cumuler année après année des visas étudiants. Donc il faut le voir, le concept des prestataires de services sont utiles pour les gens qui sont un peu dans la panade. Ça ne doit pas être un réflexe systématique. Ça doit vraiment être une exception. En cas de coup dur, vous vous rabattez sur un prestataire de service pour vous dépanner momentanément d'un impair de vie. Et puis après, débrouillez-vous pour vous mettre en ordre et vous passer de leurs services qui sont de plus relativement onéreux. Ça fait toujours un fameux trou dans le budget. Ça dépanne, mais ça doit vraiment être momentané. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de la question sur les prestataires de services, sur l'affaire, sur l'arrestation qu'il y a eu. Si vous avez des questions, vous savez bien qu'il y a mon email dans la description, juste à côté du lien PayPal pour ceux qui veulent me soutenir. D'ici là, je vous dis à très bientôt. Salutations tropicales des bords du Mékong. Bye bye.